Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons samedi 10 juin 2017 au Placilab, l'espace des sciences de Planète Science, pour parler des inondations avec, grâce au secteur environnement de Planète Science que nous remercions aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet qui touche beaucoup de monde et qui nous a beaucoup touché il y a quelques mois, qui est le sujet sur les inondations, à savoir que peut la recherche. Retour sur la crue de la Seine de juin 2016 par Cédric Rebolo. Alors Cédric, bonjour. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux inondations ? Alors oui, en fait, au tout début, je voulais faire quelque chose de complètement différent. Je voulais travailler sur le nucléaire. Et un jour, j'ai eu un cours à l'école d'un hydrologue qui nous a parlé des inondations dans le sud de la France. Et en voyant ces images impressionnantes, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et je veux aider les gens à prévoir les inondations et à y faire face. Écoutez, merci beaucoup. On va vous laisser la parole pour 45 minutes. Et puis ensuite, nous aurons des questions-réponses du public pour à peu près 30 minutes. Voilà, merci à vous. Merci à Planète Science et au Placilab de m'avoir accueilli aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit, je vais vous présenter quelque chose qui parle des inondations et de leur lien avec la recherche, tout en essayant de faire un petit bilan sur ce qui s'est passé l'année dernière, puisque c'est un événement qui a touché quand même pas mal de monde. Donc, je vais commencer par vous parler d'IRSTEA, qui est l'organisme pour lequel je travaille. C'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Donc, c'est un institut qui rassemble un peu plus de 1000 chercheurs et qui a 9 centres en France. Donc, moi, je viens du centre d'Antony, mais il y en a un à Aix, à Bordeaux, Montpellier, etc. Et en fait, chacun de ces centres ont plus ou moins une spécialité. Alors, on a des spécialités qui sont transverses entre les centres, bien sûr, mais on travaille notamment sur tout ce qui est eau, territoire et écotechnologie. Donc, moi, je travaille dans une équipe qui s'intéresse à l'eau, et donc notamment à ce qu'on appelle l'hydrologie. Donc, l'équipe hydro d'Antony rassemble, on est 7 permanents, 5 doctorants, dont je fais partie, 3 ingénieurs contractuels, et chaque année, on reçoit des étudiants en master qui viennent passer leur stage de fin d'études. Donc là, en ce moment, on en a 6. Plus, on a souvent des scientifiques étrangers en accueil. Donc là, on a un doctorant brésilien, notamment, qui est venu passer quelques mois chez nous. Donc cette présentation va se dérouler comme telle. D'abord, je vais vous rappeler un peu ce que c'est que l'hydrologie, la science du cycle de l'eau. On va voir quels sont les risques qui sont liés à l'eau, puisque c'est un peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Ensuite, on fera un retour sur juin 2016 et on verra est-ce que ça a été vraiment un déluge. Je vous parlerai ensuite du lien entre les inondations et la recherche. Qu'est-ce que nous, les chercheurs, on a à voir là-dedans? Et enfin, je parlerai un peu de culture du risque, pour voir que même à la maison, on peut s'intéresser au risque d'inondation. Alors, l'hydrologie. L'hydrologie, comme je viens de le dire, c'est la science du cycle de l'eau. En fait, on va s'intéresser aux interactions entre l'atmosphère, le sol et le sous-sol, puisque l'eau est présente sous différentes formes dans chacun de ces 3 environnements. Dans l'hydrologie, on peut également parler d'hydrologie fluviale. C'est la branche de l'hydrologie qui va s'intéresser aux rivières, à leur débit et à l'évolution de ce débit au cours de l'année, à savoir si le débit augmente, s'il diminue, pourquoi et comment. Et enfin, l'hydrologie de surface, où là, on va s'intéresser plus au ruissellement et à tout ce qui est érosion sur les cours d'eau. Et enfin, tout ça, ça permet de travailler sur le risque, que ce soit les sécheresses ou les inondations. Donc, petit rappel sur le cycle de l'eau. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Donc, comme c'est un cycle, déjà, on peut pas, il n'y a ni début ni fin. Donc, il faut bien commencer quelque part. Et on va commencer par les précipitations. Donc, l'eau tombe depuis les nuages. De la même manière, on peut avoir de la fonte en montagne, de la glace et de la neige. Donc ça, c'est les apports. Une partie de l'eau qui précipite peut être interceptée par la végétation. Donc c'est de l'eau qui n'atteindra jamais le sol. Celle qui touche le sol peut ruisseler directement sur le sol jusqu'à la rivière, jusqu'au lac, à la mer, etc. Une partie de l'eau, elle, ne va pas ruisseler, mais va s'infiltrer dans le sol. Elle va, ce qu'on appelle, percoler, c'est la percolation. Elle va s'infiltrer tout doucement jusqu'à rejoindre la nappe phréatique.
au sein de la nappe phréatique, il va toujours y avoir un écoulement en fonction de la pente du terrain. Et donc, l'eau va rejoindre en souterrain les lacs, les rivières et la mer. Ensuite, une fois que l'eau a rejoint tout le système, eh bien, elle va remonter. Donc, pour les plantes, c'est par transpiration. Donc, les plantes transpirent un peu comme nous, si vous voulez. Elles vont évaporer de l'eau. On a l'évaporation depuis tout ce qui est mer, lac et rivière. Et enfin, tout ça va se condenser dans les nuages avant de revenir en précipitation. Donc ça, c'est les phénomènes qui se déroulent à l'échelle du globe. Nous, en hydrologie, on travaille à l'échelle du bassin versant, qui est une plus petite échelle. Un bassin versant, c'est défini comme une aire délimitée par des lignes de partage des eaux. Donc là, vous voyez sur le schéma, imaginez qu'il pleut au niveau d'une ligne rouge. Si on tombe, par exemple ici, à droite de la ligne rouge, eh bien, l'eau va tomber dans le bassin versant et s'écouler vers l'exutoire. En revanche, s'il pleut à gauche de la ligne rouge, elle va rejoindre un autre bassin versant. Et donc, c'est ça la particularité des bassins versants, c'est que toute l'eau qui tombe à l'intérieur de ce bassin va être drainée et s'écouler vers un même point qu'on appelle l'exutoire, qui est donc ici sur le schéma. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, aire délimitée par des lignes de partage des eaux, à l'intérieur de laquelle toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire, que ce soit les cours d'eau, les lacs, mers et océans. Et donc, on a également de l'eau qui va s'évaporer depuis le bassin et remonter à l'atmosphère. Et on a également des échanges souterrains. Donc l'eau va s'infiltrer en partie, rejoindre la nappe phréatique qui va elle-même rejoindre l'exutoire. Donc en France, on a des milliers de bassins versants, puisque chaque rivière peut définir un bassin versant. Mais on peut définir 3 gros bassins versants, qui sont en fait toutes les eaux qui vont s'écouler vers l'Atlantique, toutes les eaux qui vont s'écouler vers la Méditerranée, et toutes les eaux qui vont s'écouler vers la Manche. Et on voit sur le schéma qu'ils se rejoignent en un point. C'est ce qu'on appelle le point triple. Et si vous allez sur l'autoroute cet été pour les vacances, si vous passez sur l'A6, vous tomberez sur ce panneau qui vous montre que vous passez pas très loin du point triple de la ligne de partage des eaux. Donc ça, c'est pour notre échelle d'étude, le bassin versant. Maintenant, on a notre variable d'étude, le débit. Qu'est-ce qu'un débit ? Imaginez, vous êtes à un péage et vous comptez les voitures qui passent en 1 heure. Puis à la fin, vous faites un bilan. Là, vous avez 16 voitures qui sont passées en 1 heure. Ça veut dire que vous avez un débit de 16 voitures par heure. Maintenant, imaginez que vous êtes sous un pont et vous comptez les litres d'eau qui passent. Si vous avez 100 litres d'eau qui passent en 1 heure, vous avez un débit de 100 litres par heure, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'une crue ? Une crue, c'est l'événement qui va intéresser les hydrologues notamment. Donc vous imaginez votre bassin versant, avec ses réseaux et toute l'eau qui va s'écouler vers l'exutoire. Il va pleuvoir sur votre bassin versant, et on va regarder l'évolution du débit à l'exutoire et des précipitations, donc les pluies. Tant qu'il pleut, le débit va augmenter progressivement, en même temps que les précipitations, enfin un peu en retard. Le débit va atteindre un maximum, puis, une fois que les précipitations vont s'amenuiser et s'arrêter, le débit va diminuer, redescendre, avant de retrouver son niveau de base. Cette montée et descente de débit, c'est ce qu'on appelle un événement de crue. C'est ce qui va nous intéresser, parce que c'est là qu'on risque d'avoir des inondations. Donc, on en vient donc à quels sont les risques liés à l'eau. Déjà, avant de parler d'inondation et compagnie, on va parler de risque. Qu'est-ce qu'un risque ? Un risque, c'est souvent défini comme la combinaison d'un aléa et d'enjeux. Un aléa, ça va être l'inondation en tant que telle, l'eau, le fait que la rivière déborde, par exemple. Les enjeux, ça va être les gens, les bâtiments, que ce soit des écoles, des maisons, des hôpitaux, etc. Et le croisement des deux, donc d'une inondation sur des bâtiments, c'est le risque. C'est là qu'on risque d'avoir des dommages, des dégâts, comme sur la photo ici. Il faut bien comprendre que si on a une inondation dans une forêt, sans aucun bâtiment par exemple, ça ne pose pas de problème. On n'a pas de risque, on a seulement l'aléa inondation, puisqu'on ne va impacter personne, à part la végétation et les animaux.
Donc, le risque le plus connu lié à l'eau, c'est les inondations. Mais il faut savoir qu'une inondation, ce n'est pas une définition simple. On peut avoir des inondations par débordement de rivières. Donc là, c'est simplement le débit qui augmente dans la rivière et l'eau va sortir de son lit mineur. Le lit mineur étant la partie de la rivière, la partie du territoire que la rivière occupe la majeure partie de son temps. Et donc, si le débit augmente trop, l'eau déborde et va rejoindre le lit majeur, qui est une partie du territoire que la rivière va occuper seulement une partie de l'année. Et donc, s'il y a des maisons dans le lit majeur, on a une inondation et un risque d'inondation. Mais l'eau peut aussi remonter par les nappes souterraines. Imaginez votre sol comme une éponge. Si vous le remplissez de trop d'eau, votre éponge ne peut plus absorber. Donc le sol, c'est pareil, il ne peut plus absorber. Et donc l'eau qui va tomber et l'eau qui est à l'intérieur, ça va faire pression. Et donc l'eau va remonter par la nappe phréatique, donc remonter par le sol et inonder des terrains. Enfin, vous avez le ruissellement. Ça, donc, si votre sol est saturé en eau, eh bien, l'eau ne peut plus s'infiltrer, donc elle va ruisseler. C'est aussi un phénomène qu'on a en ville, puisqu'on va bétonner et goudronner tous les terrains naturels, et donc l'eau ne peut plus s'infiltrer naturellement et va ruisseler. Ça, vous le voyez souvent en été, par exemple, quand vous avez un gros orage et une grosse pluie, et que vous regardez la route devant chez vous, et qu'il y a une grosse rigole d'eau qui coule. C'est du ruissellement. Et si vous avez beaucoup de ruissellement, vous pouvez avoir une inondation. Là, je vais vous montrer un petit exemple d'inondation. La Seine en 1910. C'est en janvier, au beau milieu de l'hiver, que la Seine rentre en crue. À son apogée, elle dépasse de plus de 6 mètres son niveau normal et inonde plus de 20 000 immeubles. Ce n'est plus Paris, mais Venise-sur-Seine. Heureusement pour les Parisiens, la Seine n'est pas sortie de son lit du jour au lendemain. La montée des eaux a duré 12 jours. Ce n'est pas forcément le cas d'autres rivières qui sont beaucoup plus dangereuses. En septembre 1992, Vaison-la-Romaine subit les foudres de l'Ouvèze qui emportent tout sur son passage, y compris des vies. Une trentaine de personnes décèdent lors de cette crue. Voilà, donc là vous avez eu deux exemples. La Seine en 1910, qui était une crue lente, qui s'est passée sur plusieurs jours, et une inondation à Vaison-la-Romaine, qui, elle, a été beaucoup plus rapide. Un autre exemple qui me tient à cœur, c'est Anduze, en 2002, parce que c'est la première fois que j'ai été confronté aux inondations, et que j'ai vu à quel point ça m'intéressait. Donc là, vous avez la ville, en temps normal, avec le lit mineur de la rivière, que vous voyez, donc elle occupe ici seulement cette portion, et un peu plus haut, un peu plus là-haut. Et en 2002, on a eu des grosses pluies sur les Cévennes, et ça a engendré des inondations sur le bassin du Gardon d'Anduze. Donc là, vous voyez, donc tous les bâtiments étaient inondés, et on retrouve le pont. Donc là, l'eau est complètement sortie de son lit mineur. Donc là, vous voyez le centre-ville. Donc là, on n'est pas au maximum de la crue. Il faut imaginer qu'au maximum, on remplissait jusqu'au premier étage de chacun des bâtiments. Donc on avait plus de 2 mètres d'eau. Et en fait, on a une sorte de digue en fait, le long de la rivière. Et l'eau est passée derrière la digue et est rentrée dans le centre-ville. Voilà. Vous pouvez voir les dégâts que peut faire une inondation et surtout à quel point une rivière qui peut paraître petite, notamment dans le sud de la France, peut gonfler et réaliser un véritable déluge. Un autre risque qu'on prend un peu moins en compte au niveau de l'eau, c'est la sécheresse. Donc ce n'est pas le sujet de cette présentation, donc j'en parlerai très peu. Mais on va d'abord regarder ce que c'est qu'une sécheresse. Donc déjà, les basses eaux, ce sont les périodes de l'année où le débit est plus faible que la moyenne annuelle. Donc souvent, ça arrive en été, où on a moins de précipitations. La sécheresse hydrologique, ça va intervenir quand les débits sont si faibles pendant assez longtemps, et donc les niveaux de la nappe phréatique, des rivières, etc., vont diminuer. Et on parle alors de pénurie d'eau lorsque la demande en eau est inférieure à l'offre. Donc si vous avez pas assez d'eau, que ce soit en quantité ou en qualité, puisque vous pouvez avoir de l'eau mais qui est insalubre,
et que de l'autre côté, vous avez une grosse demande, notamment en été par exemple, vous ne pouvez pas satisfaire la demande, donc du coup, vous avez une pénurie d'eau. Donc ça peut engendrer des grosses conséquences d'un point de vue économique notamment. Donc là, vous avez un exemple. Ce n'est pas le ciel menaçant ou les quelques gouttes tombées la veille qui vont rassurer cet agriculteur de l'Orne, car ici, il n'a quasiment pas plu depuis 5 mois. Vous voyez, l'herbe, c'est complètement grillé, on voit la terre. Bon, même s'il pleut, c'est pas près de reverdir. Hein. Une herbe sèche, conséquence, les vaches n'ont rien à paître. L'éleveur doit déjà puiser dans ses réserves de foin de cet hiver. Mais cette année, la récolte n'a pas été bonne. Il va devoir se fournir à l'extérieur et craint que sa nuit coûte cher. Ah ben là, l'hangar, il n'est même pas plein. Le foin qui vaut dans la région 80-100 € la tonne maximum, aujourd'hui, il vaut 200, 250 et on m'a même dit plus, mais enfin bon. Pour aider les agriculteurs à faire face, le Conseil régional demande donc à l'État de prendre des mesures d'urgence. Car une telle sécheresse en Basse-Normandie, c'est du jamais vu depuis 1976. Depuis fin février, en fait, on a très peu de pluie. Mars, avril sont généralement des mois secs chez nous, et ils l'ont été. Mai et juin sont en général des mois très pluvieux, et ici, ils ont été secs, et juillet, de nouveau sec, voire très sec. Dans les prochains jours, la météo ne prévoit pas de pluies importantes. Si la situation dure jusqu'à la fin de l'été, elle pourrait devenir inquiétante, pas seulement pour les agriculteurs. Cette sécheresse risque d'avoir des conséquences sur l'alimentation en eau potable de certaines villes de Basse-Normandie. Voilà, donc la dualité entre trop d'eau et pas assez d'eau. Donc l'année dernière, sur le bassin versant de la Seine et sur le bassin versant de la Loire, on a eu des grosses inondations. Donc je vais vous en parler, on va essayer de voir ce qu'il s'est passé et de dresser un an après un petit bilan et donc voir un peu ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait et quelles conséquences ça a eu. Avant toute chose, il faut que je vous introduise une nouvelle notion qui est le millimètre de précipitation. Donc imaginez que vous avez une plaque de 1 mètre par 1 mètre, donc une plaque de 1 mètre carré, et que vous versez une bouteille d'eau d'1 litre sur cette plaque. Une fois que l'eau se sera égalisée en hauteur sur toute la plaque, vous aurez 1 mm d'eau. C'est pour ça qu'on dit que 1 mm de précipitation, ça correspond à 1 litre par mètre carré. Donc imaginez maintenant que je vous dise que sur une région, sur une ville, il y a eu 20 mm de précipitation. Il faut imaginer que si vous preniez 1 mètre carré de la ville, vous aviez 20 mm d'eau dessus. Donc ici, vous avez les précipitations à Paris et Orléans pendant le mois de mai 2016 et début du mois de juin. Donc vous voyez qu'on a eu quelques petits événements qui ont dépassé les 10 voire les 20 mm à Paris et à Orléans. Et puis, fin mai, début juin, vous avez un événement exceptionnel qui dépasse les 50 mm à Paris et les 60 à Orléans. En fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que comme il y a eu pas mal de précipitations pendant tout le mois de mai, les sols étaient gorgés d'eau. Et donc, l'événement exceptionnel qui arrivait à la fin de l'année, à la fin du mois, pardon, il a été décuplé par le fait que les sols ne pouvaient plus infiltrer toute l'eau qui est tombée. Si vous regardez maintenant le cumul des précipitations sur la France, sur tout l'événement, vous voyez là en rouge, au sud de Paris, vous avez une grosse masse, et en fait c'est là qu'il a plu au maximum. Donc juste au sud de Paris et au nord de la Loire. Et donc ça représentait en cumul sur l'événement plus de 100 mm pour la plupart des régions. Qu'est-ce que ça a donné en hauteur d'eau dans les rivières? Ici, vous avez la hauteur d'eau de la Seine à Paris, sur différents événements depuis 1649. Donc 2016, vous voyez ici qu'à Paris, on était à peu près 6 mètres, un tout petit peu plus. En 1910, la vidéo que vous avez vue juste avant, en noir et blanc, on était à plus de 8,50 m d'eau. Vous voyez qu'en fait, l'événement de 2016 sur la Seine, il n'était pas si exceptionnel que ça. Surtout que si on regarde par rapport à tous ces événements depuis 1649, ben on en a pas mal en fait qui ont à peu près la même hauteur d'eau. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la Seine à Paris, on n'a pas dépassé les niveaux de 1910. Mais une inondation, ce n'est pas quelque chose de global, c'est quelque chose de local. Donc au niveau de Paris, ce n'était pas si exceptionnel. En revanche, sur d'autres rivières, comme le Loing, on a dépassé les niveaux de 1910. Et on a eu quelque chose de
plus qu'exceptionnel, qu'on n'avait jamais vu depuis au moins 50 ans. Ici, vous avez une carte des arrêtés CatNat. Les arrêtés CatNat, ce sont des arrêtés de catastrophes naturelles qui sont signés par les autorités et qui permettent, on va dire, de simplifier le remboursement des sinistrés. Et donc on voit que la grosse tache rouge qu'on a au milieu, ça correspond à peu près aux précipitations qu'on a eues sur la France pendant cet événement. On a quelques communes qui ont été touchées dans le nord, l'est et dans le centre, où il y a certainement eu aussi des grosses pluies. Mais le plus gros est concentré au sud de Paris et au nord de la Loire, comme les précipitations, ce qui paraît logique. Sur le bassin de la Seine, il existe 4 barrages réservoirs qui servent d'habitude à écrêter les crues, c'est-à-dire à diminuer le débit et les hauteurs d'eau dans les rivières en aval de ces barrages. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que ces 4 barrages étaient remplis à 90% avant le début de la crue. En fait, on n'a pas anticipé qu'il allait y avoir une grosse crue. On pensait faire des réserves pour l'été. Et donc, ces barrages n'ont pas pu avoir le rôle qu'ils ont d'habitude pour diminuer les crues. Là, leur résultat a été seulement de réduire de 5 cm la hauteur à Paris. En revanche, sur des bassins comme le Loing, où on a eu quelque chose de très exceptionnel, eh bien, on n'a pas de barrage. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas que ça a été aussi grave. Ici, vous pouvez voir des petites comparaisons entre 1910 et 2016. Donc ici, on a le pont Alexandre III en 1910 et en 2016 au même endroit. Donc on voit que le niveau était un petit peu en dessous quand même. Là, vous avez le quai Saint-Bernard, qui a un peu changé depuis l'époque. Le pont des Arts. En 1910, on ne voyait quasiment plus les arches, alors qu'en 2016, on les voyait encore bien. Là, vous avez le pont Saint-Michel, où on ne voyait plus du tout les arches en 1910. Et en 2016, on a quand même encore de la marge. Donc là, vous avez Notre-Dame en 1910 et pareil en 2016. Donc même si un siècle a passé, on est quand même encore soumis au même risque et on a eu de la chance l'année dernière que ce ne soit pas aussi gros à Paris. En revanche, sur des bassins comme le Loing, comme je l'ai dit, c'était vraiment exceptionnel. Donc là, vous avez une petite vidéo qui va vous expliquer, qui va vous montrer l'étendue des dégâts sur le bassin versant du Loing. De Nemours, en Seine-et-Marne, autour de l'église Saint-Jean-Baptiste, les rues du centre-ville inondées. Plus de 3000 personnes ont été évacuées hier et elles attendent toujours de pouvoir revenir chez elles. Au détour d'une rue, on aperçoit une barque de secours. Officiellement, la décrue a commencé, le niveau de l'eau baisse. Mais vu du ciel, on voit bien que la situation est toujours très difficile. Des immeubles entiers restent encerclés par les eaux. Quelques bateaux de secours patrouillent. Et un peu plus loin, nous découvrons les quartiers pavillonnaires, durement touchés. Il faudra des jours avant que la ville ne retrouve son visage habituel. Les dégâts sont considérables. Nous survolons une zone industrielle avec des centaines de voitures dans l'eau. Dans cette ville de Seine-et-Marne, les niveaux atteints lors de la grande crue de 1910 ont été dépassés hier. 4,25 m en 1910, 4,59 m aujourd'hui. Sous nos yeux, cette image d'un homme qui remonte en canoë une des rues de la ville. À l'heure actuelle, tout le département reste classé en vigilance rouge. En fin d'après-midi, nous repartons direction Paris à bord d'un hélicoptère de la sécurité civile en mission de reconnaissance. Nous survolons Crécy-la-Chapelle. On aperçoit les secours au sol, en barque, comme à chaque fois. L'équipage repère les zones les plus touchées. Nous continuons notre progression direction Paris en suivant le Loing, la principale rivière qui a débordé. À 75 km de la capitale, nous découvrons la petite ville de Moret-sur-Loing. L'eau atteint le sommet des arches du pont. Les 4000 habitants traversent des heures très difficiles. Plus d'école, aucune activité au centre-ville.
En poursuivant notre progression vers la capitale, nous rejoignons la Seine où se jette le Loing. Il est souvent difficile pour nous de savoir exactement où se trouve le lit du fleuve. Seules les péniches alignées semblent nous indiquer la bordure des rives. À l'heure actuelle, le niveau de la Seine continue de monter. Juste au sud de la capitale, nous découvrons alors les premières maisons près du fleuve, déjà encerclées par les eaux. Donc, si on fait maintenant un petit bilan sur cet événement. Il y a eu 4 morts, 1148 communes déclarées en situation de catastrophe naturelle, donc qui ont bénéficié d'un arrêté CatNat, 182 000 sinistrés, 1,4 milliard d'euros, donc c'est vraiment énorme pour une inondation. Mais malgré ça, dans la plupart des retours d'expérience, on considère que c'est une crise significative, mais pas hors norme. Pourquoi ? Parce que les très grandes agglomérations, comme Paris, n'ont pas été si touchées que ça. Imaginez qu'on ait la même chose qu'en 1910 à Paris. La ville est bloquée pendant plusieurs semaines. Les retombées économiques sont énormes. Alors que là, on a fermé les voies sur berge et c'est à peu près tout. On a sauvé les caves du Louvre et ce genre de choses. La crue a duré que quelques jours. En 1910, c'était une douzaine de jours et le temps que toute l'eau se retire, c'était plusieurs semaines. La circulation a été très peu affectée, donc que ce soit routière ou ferroviaire, c'était ponctuel et donc ça n'a pas perturbé trop les secours. De même, les coupures électriques et de télécom, donc tout ce qui était téléphone, ont été locales et de courte durée, donc sans grandes conséquences. Et enfin, c'est un événement qui est survenu seulement quelques semaines après un grand exercice de gestion de crise qui s'appelait Sequana, où en fait les autorités se sont exercées pendant plusieurs jours à répondre à la crue de 1910 si elle avait lieu aujourd'hui. Et donc c'était un grand exercice à taille réelle où ils ont évacué des bâtiments, où ils ont emmuré des stations de métro pour voir s'ils étaient préparés à répondre à une telle crise. Donc ça a un peu diminué aussi l'impact que pouvaient avoir ces inondations. Et donc qu'est-ce que nous, les chercheurs, on a à voir là-dedans ? Comment on intervient ? Pour bien comprendre, il faut d'abord se représenter la chaîne d'estimation des inondations. D'abord, vous avez, au tout début, des mesures de pression, température de l'atmosphère. Ces mesures, elles vont rentrer dans ce qu'on appelle un modèle météorologique qui va permettre de calculer des prévisions de pluie. Ces prévisions de pluie vont rentrer dans un modèle qu'on appelle maintenant hydrologique qui, lui, va prévoir les débits des rivières. Ces débits sont ensuite transmis aux autorités qui vont pouvoir alerter et communiquer sur la crue. Mais alors, voilà, qui fait quoi ? Pour ce qui est prévision des pluies et utilisation des modèles météorologiques, c'est Météo France. Pour ce qui est prévision des débits et utilisation des modèles hydrologiques, c'est le CHAPI, le Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, et les SPC, les services de prévision des crues. Pour l'alerte et la communication, c'est les autorités, donc les mairies, les secours, le préfet, ce genre de choses. Nous, à IRSTEA, on travaille sur la modélisation hydrologique. C'est nous qui créons les modèles qui sont ensuite utilisés par les services de prévision des crues. Et là, vous allez me dire, c'est quoi un modèle ? Un modèle, il faut voir ça comme une représentation simplifiée de la réalité, mais qui n'est pas la réalité. En fait, c'est une chose qui va donner un résultat approché de la réalité. Et nous, notre challenge, ça va essayer de s'approcher au plus près de cette réalité. Imaginez que d'un côté, vous avez le monde du réel. Vous pouvez l'observer et enregistrer ces observations dans des données. En parallèle, vous avez le monde du modèle, qui est une simplification de la réalité. Vous pouvez lancer des calculs avec ce modèle, et ça va vous donner ce qu'on appelle des simulations. Nous, ce qu'on va faire, une fois qu'on a des simulations, c'est qu'on va les comparer aux données. Et en fonction des résultats, si la comparaison est bonne, tant mieux. Si elle n'est pas bonne, on va réviser notre modèle et la simplification qu'il fait de la réalité, pour pouvoir ensuite refaire des calculs, refaire des simulations et recomparer avec les données.
Nous, en pratique, on a des données de pluie, d'évaporation, certains ont besoin de température, de pression. On fait entrer ça dans des systèmes d'équations plus ou moins compliqués. On va résoudre numériquement, avec des codes informatiques, ces équations. Et ça va nous donner, donc, par exemple, des chroniques de débit ou des cartographies de zones inondées. Dans le cas des chroniques de débit, on parle de modèles hydrologiques. Dans le cas de cartographie des zones inondées, on parle de modèles d'inondation. Dans mon équipe, on a développé un modèle qui s'appelle GR4J, qui est un modèle hydrologique et donc qui va reproduire des débits. Ici, vous avez un exemple de simulation pour un événement de 92-93. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du rejeu. C'est-à-dire qu'on va rejouer le passé et on va voir si notre modèle aurait été bon à cette période-là. Donc ça c'est moi qui l'ai rejoué l'année dernière pour 93. Et donc, en noir, vous voyez le débit observé et en rouge, le débit simulé. Et vous voyez que la courbe rouge et la courbe noire sont rarement égales. Donc le modèle est quasiment tout le temps faux. Mais en fait, comme il suit bien la dynamique et qu'au final l'écart entre les deux courbes est assez faible, eh ben, on a quand même une bonne représentation de la réalité. On n'est pas parfait, mais on peut, avec ça, prévoir une crue. Du coup, qu'est-ce que c'est prévoir une crue, la prévision hydrologique? Il faut imaginer que, d'un côté, vous avez en bleu votre débit observé, en rouge votre débit simulé, sur le passé. Et vous êtes à aujourd'hui. Et vous dites, maintenant, je veux prévoir le futur. Donc, Météo France va vous fournir des scénarios de pluie en disant il va sûrement pleuvoir à tel endroit et tant. Vous allez lancer ces prévisions de pluie dans votre modèle et vous allez avoir des sorties de prévisions en pointillés. Sauf que vous ne pouvez pas les comparer à la réalité, puisque la réalité n'a pas encore eu lieu. Donc vous avez forcément un écart, ce que vous voyez en vert. Nous, notre challenge, ça va être de réduire cet écart au maximum pour que notre prévision soit la plus proche de la réalité. En modélisation des inondations, c'est un petit peu différent. On a des données comme des débits ou des pluies. On les rentre dans un modèle d'inondation et ça va nous donner des cartographies. Donc moi, c'est typiquement ce que je fais. J'ai créé un modèle qui est capable de faire ça. Donc là, par exemple, vous voyez un rejeu de l'événement de 2016 sur le loin. Vous voyez donc toutes les couleurs, là, c'est des hauteurs d'eau sur le bassin. Et donc vous voyez que la crue monte, puis redescend. On a la décrue. Voilà. Donc là, vous avez deux autres exemples de 2016, sur l'Essonne et sur la Sauldre, un bassin de la Loire. Donc vous voyez bien cette dynamique, et en même temps, vous pouvez voir que ça commence sur une branche, puis ça finit sur une deuxième branche, sur un deuxième affluent. Et donc c'est pour ça que ce type de modèle est intéressant, pour voir la dynamique de la crue et voir sa spatialité. Donc vous allez me dire maintenant comment ça c'est utilisé par les autorités. En ce qui concerne les modèles météorologiques, d'abord, donc ceux qui prévoient les pluies, c'est utilisé par Météo France pour créer d'abord vos cartes météo qui vont vous dire le temps qu'il va faire demain, mais également des cartes de vigilance météorologique, que vous pouvez retrouver chez vous sur le site vigilancemétéofrance.com. Donc là, vous avez une carte pour le jeudi 2 juin 2016. Sur ce type de carte, vous avez des conseils des pouvoirs publics pour la population, des pictogrammes qui vous disent à quel risque vous êtes soumis. Donc là, par exemple, tous les départements avec un pictogramme étaient soumis au risque inondation. Et vous avez un code couleur qui va de vert à rouge. Sachant que vert, c'est une situation normale, il ne se passe rien de spécial. Jaune, on commence à avoir une communication entre les services de Météo France et les maires. Orange, il y a un contact qui est régulier entre les autorités et Météo France. Et on va commencer à monter en puissance le dispositif de crise, donc c'est-à-dire qu'on va commencer à mobiliser des moyens. Et enfin rouge, on a activation automatique du dispositif de crise sur tous les territoires concernés. On mobilise tous les acteurs, que ce soit les secours, les autorités, et on va commencer à alerter les populations. Maintenant, il faut prévoir le débit qu'on va avoir dans les rivières. Donc si on retourne sur le site de Vigilance Météo France, il y a un petit onglet qui s'appelle Vigicru. Vous pouvez cliquer dessus.
Et ça vous amène sur le site Vigicru du Chappy, où vous avez le même code couleur, mais cette fois non plus pour les départements, mais pour des rivières. Donc là, vous avez pareil, pour juin 2016, donc vous avez que pas mal de rivières sont en jaune et orange, et on a le Loing en rouge, parce que c'est là qu'on a eu le plus gros de l'inondation. Si vous zoomez sur la région, vous pouvez voir les villes les plus importantes, les départements, les cours d'eau. Donc ceux qui sont en couleur, ce sont ceux qui sont monitorés, où on a des instruments qui permettent de mesurer les débits. Et puis en bleu, c'est ceux qui ne sont pas monitorés, ou qui sont monitorés mais qui ne sont pas soumis à surveillance. Et donc si vous cliquez sur un des petits points, vous avez accès à la station en temps réel, à quelques heures près, et vous pouvez voir la hauteur ou le débit de la rivière à cet endroit-là. En pratique, vous avez toujours donc, votre prévision. À gauche, vous avez le passé avec vos observations et vos simulations. Vous êtes à aujourd'hui, vous voulez prévoir le futur. Météo France vous donne des scénarios de pluie, donc il y en a plusieurs, et vous faites tourner ces scénarios de pluie dans votre modèle. Vous avez une première courbe en vert foncé où vous êtes en dessous du seuil jaune. Une courbe en bleu clair où vous êtes au-dessus du seuil jaune mais en dessous du seuil orange. Et puis deux autres courbes en vert clair et en bleu foncé où vous êtes au-dessus du seuil orange. Et là, c'est toute la difficulté du prévisionniste qui va devoir choisir quelle couleur il va mettre à sa rivière. Là, je ne peux pas vous donner de solution comme ça. Il faut connaître son territoire et savoir un peu si le modèle marche bien sur le territoire ou non, et donc prendre une décision. C'est pour ça que parfois, donc c'est arrivé il y a quelques années dans le Gard, où on a eu une vigilance rouge. Donc vigilance rouge, tout le monde devait rester chez soi. Ça engendrait une mise en œuvre de tous les moyens disponibles. Et au final, il ne s'est rien passé. Donc tant mieux. Mais en fait, la plupart des gens se sont ensuite retournés contre les services de prévision des crues en disant pourquoi vous avez prévu une vigilance rouge alors qu'il ne s'est rien passé. C'est toute la difficulté du prévisionniste. On ne peut pas toujours avoir raison. Enfin, on va parler de culture du risque, pour voir que chacun chez soi peut s'informer sur le risque inondation. Donc vous l'avez vu déjà par le site de Vigilance Météo France et le site de Vigicru, qui sont accessibles par tout le monde. Un site qui est très bien fait, c'est prime.net, sur la prévision des risques majeurs, où vous avez différentes sections, notamment ma commune face au risque. Moi, j'ai cherché dans ma commune face au risque, Rissorangis. Et j'ai vu que Rissorangis était soumis au risque inondation, au risque de mouvement de terrain, à différents risques industriels, donc déjà, ça veut dire qu'il y a certainement des usines dans le coin, au risque de séisme et de transport de marchandises dangereuses. En plus de ça, on peut voir des informations préventives, des atlas de zones inondables, c'est-à-dire des cartographies d'inondation. Comment tout ça, ça a été pris en compte dans l'aménagement de la ville et son urbanisation. On a des cartes de territoires importants, à risque important d'inondation, et une liste d'arrêtés, CatNat, qui ont été prescrits pour la ville. Donc vous pouvez remonter sur tous les événements qui sont arrivés à Rissorangis dans le passé. Dans la plupart des communes qui sont soumises à un risque, on peut accéder à un document qui s'appelle le DICRIM, le dossier d'information communale sur les risques majeurs. C'est un petit livret qui traite des risques dans la commune et qui va décrire ces risques, qui va présenter le système d'alerte dans la commune et donner des recommandations à la population en cas de crise. Donc là, vous avez l'exemple du DICRIM de Montargis. Et si vous le feuilletez, il y a notamment une double page sur les inondations, avec une cartographie du risque inondation dans la ville, un peu d'histoire sur le risque dans la commune, ce qui s'est passé, donc les événements passés, etc. Les mesures prises dans la commune en termes d'aménagement, comment est donnée l'alerte, et plein de conseils pour la population en cas de crise. Un site qui a été créé par IRSTE à Lyon, qui est la base de données historique sur les inondations, ou la BDHI, qui recense pas loin de 1000 événements depuis, je crois, le XIVe siècle. Donc là, vous voyez, si on regarde sur le bassin de la Seine et la Normandie, on a 238 événements recensés, avec notamment l'inondation de la Seine à Paris en 1910. Si on clique dessus, on a accès à différentes informations. Par exemple, quand est-ce que ça s'est passé? Entre janvier 1910 et mars 1910. Combien de temps ça a duré? 12 jours. Commentaire sur la durée, 3 crues,
la plus forte au mois de janvier et 2 pics secondaires en février et mars. Où ça s'est passé? Quel type d'inondation c'était? Débordement et remontée de nappe. Vous avez des informations sur le territoire inondé. Donc là, on voit 720 hectares à Paris. Quels impacts ça a eu sur les infrastructures? Comment a été géré l'événement? Et ce qui s'est passé après. Donc là, on voit par exemple une mise en place de plaques de crues à Paris. Donc si vous vous baladez dans Paris, vous tombez sur des repères de crues qui vous montrent la hauteur qu'il y a eu en 1910. Ici, vous avez une liste non exhaustive de sites très utiles pour ce genre de choses. Donc le site d'IRSTEA, bien sûr. WebGR, qui est le site de mon équipe, qui va vous parler un peu de modélisation. Et vous pouvez retrouver tous les séminaires et les articles dans lesquels on a participé. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, le site Vigilance Météo France, le site Vigicru pour les rivières, Prime.net, la BDHI, Géorisque et Géoportail qui proposent de la cartographie. Donc, vous avez notamment le risque inondation, mais d'autres risques et d'autres types de cartes. Les sites des DRI, qui sont par région ou par département, où vous avez différentes informations, notamment les plans de prévention du risque inondation, qui sont des cartographies du risque. Et bien sûr, le site du gouvernement sur le risque inondation. Enfin, je vais faire un peu de publicité pour mon directeur de thèse, qui a écrit 2 bouquins très petits et qui ne coûtent pas très cher, je crois que c'est 3-4 euros, sur pourquoi les rivières débordent-elles et allons-nous manquer d'eau. Ils sont très bien faits. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous les procurer. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns. Voilà. Merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Bonjour. Les critères pour avoir un DICRIM, c'est seulement pour les grosses communes, c'est des fois comment ça se passe plus en province en fait? En fait, je ne suis pas totalement sûr de ma réponse, mais il me semble que ce n'est pas un document obligatoire. Donc c'est le maire qui va choisir de faire son DICRIM ou non. Donc Rissorangis, j'ai regardé, il n'y en avait pas. Mais à Montargis, ils en ont un, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui leur arrive, potentiellement ça peut être grave. Mais Rissorangis pourrait en avoir un. Après, ça dépend aussi de la quantité de risque que vous avez. Donc si vous êtes que soumis au risque inondation, le maire peut se dire, bon, bah, il n'y a qu'un risque, c'est pas grave, je ne vais pas faire un DICRIM. Si vous avez plein de risques, parce que là, vous voyez, le risque inondation sur Montargis, c'était page 8. Entre-temps, vous aviez plein d'autres descriptions de risques. Est-ce qu'il y a un lien entre l'aménagement de certaines rivières et les inondations, et si ça vous touche vous ou d'autres équipes? Et du coup, est-ce que justement, d'après les modèles que vous avez sur les inondations, est-ce qu'à certains endroits, du coup, il peut y avoir des décisions de modifier certains aménagements qui pourraient augmenter le risque ou au contraire justement faire un aménagement pour diminuer le risque? Alors tout à fait, les aménagements sur les rivières peuvent diminuer ou au contraire accélérer le risque d'inondation. Donc nous, les modèles qu'on développe, on considère que la rivière est naturelle. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte tous ces aménagements. En revanche, il y a des modèles qui existent, qui vont plus dans le détail et qui peuvent se jouer à quelques kilomètres carrés, donc au niveau d'une ville par exemple, et bien modéliser au mètre près l'eau et son écoulement. Et donc là, vous pouvez dire, effectivement, on voit que la digue là, c'est bien, ça protège ce côté de la ville, mais tout l'autre côté, ça fait effet miroir et l'eau se déverse sur un quartier pavillonnaire. Et donc là, vous pouvez ensuite prendre des décisions pour dire, non, finalement, il faut construire une autre digue ou faire un bassin de rétention à tel endroit, etc. Et ça vous permet de dire, voilà, on va, là, ici, c'est trop dangereux, on ne va pas construire. On va au contraire faire des terrains naturels ou faire un stade de foot. Souvent, ils font ça, ils font un stade de foot à un endroit qui est inondable. Comme ça, c'est pas très grave si c'est inondé. Donc oui, l'aménagement, c'est très important. Après, vous avez le problème de l'urbanisation. Plus vous allez goudronner et bétonner les rivières, enfin ce qui est autour des rivières, plus vous allez accélérer le ruissellement et donc potentiellement aggraver la crue. Moi, j'avais une petite question. Du coup, les modèles dont vous parlez, c'est des modèles qui existent depuis très très longtemps, ou est-ce que par exemple, tous les ans, tous les 6 mois, on trouve des nouveaux modèles qui invalident les anciens? Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des modèles qui invalident
des modèles, disons qu'ils sont plus ou moins performants. Donc oui, ça date d'il y a très longtemps. Le premier modèle premier modèle au sens strict du terme, donc des équations qui vont convertir la pluie en débit, c'était il y a plus de 100 ans, je crois. C'était des équations assez simples. Et puis on a complexifié ça avec l'arrivée des ordinateurs et ce genre de choses. Et donc nous, notre modèle a été développé, le modèle GR4J, dans les années 70-80, je crois, 80. Et ensuite, il est toujours soumis à développement et à amélioration, bien entendu. Et donc on continue à créer des modèles. Donc moi, mon modèle d'inondation, par exemple, je l'ai créé l'année dernière. C'est un nouveau modèle qui cherche à faire ce que d'autres modèles ne peuvent pas faire. Et pour ce qui est inondation, souvent on utilise ce qu'on appelle des modèles hydrauliques qui vont résoudre des équations différentielles de Saint-Venant qui sont assez compliquées et qu'on cherche souvent à simplifier. Donc vous avez des modèles différents qui vont simplifier plus ou moins les équations et donc qui vont être plus ou moins précis, qui vont fonctionner à des échelles différentes, à 100 mètres, à 10 mètres, à 1 mètre, à quelques centimètres. Et voilà. Et donc en fait, tout le challenge, c'est d'avoir le meilleur modèle, on va dire. Donc après, il y a différentes philosophies. Nous, notre philosophie, c'est d'avoir un modèle qui marche statistiquement partout. C'est-à-dire que vous prenez un grand échantillon de bassins versants, vous faites tourner le modèle sur tous ces bassins, et vous regardez statistiquement si vous êtes bon ou pas. Donc en majorité, si vous êtes bon, tant mieux. Il y a d'autres modèles qui vont, eux, marcher seulement localement, et qui vont dire, bah voilà, nous on a fait un modèle qui marche très très bien sur la Marne. Puis les autres rivières, c'est pas grave, de toute façon, il est utilisé que sur la Marne. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'un modèle global comme le nôtre, qui va chercher à être bon un peu partout, bah, si vous le mettez contre un modèle qui est spécialement fait pour la Marne, bah, il risque d'être un peu moins bon. Mais à côté, le modèle de la Marne, vous ne pouvez pas l'exporter sur le Rhône ou sur la Garonne. Voilà. Merci Cédric pour cette conférence passionnante, très claire. J'avais une question à vous poser par rapport à votre métier aujourd'hui. Il consiste en quoi précisément ? Alors c'est un peu difficile parce que je suis doctorant. Du coup, je suis toujours en études, techniquement. Je suis entre Bac plus 5 et Bac plus 8. Mais en même temps, il faut voir ça comme un contrat de travail. Donc, je suis sur un projet où j'essaye de résoudre des problématiques. Donc moi, la problématique de mon doctorat, c'est de trouver un modèle d'inondation qui marche sur des zones où on a peu de données, ce qui n'est pas possible avec d'autres modèles plus complexes. Et donc, je travaille là-dessus, donc je lis un peu ce qui s'est fait dans la littérature, je crée mon propre modèle, je le teste sur des bassins versants, et ensuite je le compare à d'autres modèles pour voir si je suis meilleur ou pas. Et à la fin, j'aurai quand même un diplôme. Voilà. Et vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous programmiez. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Donc en fait, tous ces modèles, c'est des équations mathématiques et souvent, vous ne pouvez pas les résoudre à la main. Et donc, notamment si vous faites beaucoup de calculs. Et donc, un hydrologue qui fait des modèles, il a besoin d'être bon aussi en programmation pour pouvoir créer ses propres modèles avec des différents langages et surtout pouvoir les mettre à jour et bien maîtriser ce qui se passe à l'intérieur, en cas de bug par exemple. Si vous avez un bug sur votre modèle, bah, il faut pouvoir le régler. Donc nous, c'est ce qui se passe avec le modèle qui est utilisé par les services de prévision des crues, qui a été créé chez nous. Et bah, quand il bug, c'est notre équipe qui intervient pour le débugger. Et donc on a forcément cette compétence d'informatique qui est nécessaire, même complémentaire à notre métier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors nous allons vous remercier infiniment pour la qualité de votre prestation et nous allons donner la parole à Fabien qui travaille au secteur environnement de Planète Science pour nous donner les prochaines activités développées par le secteur. Donc au secteur environnement, nous avons prochainement plusieurs activités qui seront en lien essentiellement avec le Placilab, où on va proposer donc de refaire des animations, des activités sur faites vous-même vos produits cosmétiques ou produits naturels, ou produits d'entretien. Donc ça sera le 24 juin et le 1er juillet, sachant que le 1er juillet, ça sera orienté vraiment vacances avec une petite trousse avec tout le nécessaire pour les vacances, spray anti-moustique, crème après solaire, fait maison avec des produits naturels. Cet été, il y aura aussi 2 petits stages, mini-stages de découverte de la biodiversité à l'espace naturel sensible qui est juste à côté du Placilab. Et l'information que
À la rentrée septembre, nous allons lancer aussi un club enviro destiné aux 14 ans et plus, le vendredi soir, ici même, donc qui sera ouvert mi-septembre et qui commencera pour la première fois cette année, où on espère accueillir de nombreux jeunes pour faire de nombreux projets en environnement. Merci. Merci Fabien. Alors quelques nouvelles aussi sur les stages pour cet été. Cet été au Placilab, donc je rappelle, le Placilab c'est l'espace des sciences de Planète Science qui héberge un Fab Lab, donc avec imprimante 3D, découpeuse laser. Donc nous avons un espace qui nous permet d'organiser des stages pour les différents secteurs scientifiques thématiques de Planète Science. Donc cet été, nous aurons des stages en robotique. On va pouvoir construire des drones. On va aussi pouvoir faire de la machinerie médiévale, découverte nature, Fabien nous en a parlé, des stages astronomie pour petits et grands, et puis fabriquer ses produits naturels, Fabien nous en a parlé également. Prenez vos agendas, les prochains samedis sciences pour tous. Alors, ce n'est pas demain, donc vous pouvez les réserver longtemps à l'avance. Donc le prochain, c'est le samedi 14 octobre sur le thème de la robotique. Nous serons en pleine fête de la science, donc il y aura pas mal d'ateliers également à l'espace des sciences qui se situe à Ris-Orangis sur les docks, juste derrière la gare de Ris-Orangis. Je rappelle qu'elle est à 30 minutes de la gare de Lyon. Et puis la date qui suit est le samedi 25 novembre où M. Roland Lehoucq nous fait la gentillesse de revenir pour animer une conférence dont le thème vous sera transmis plus tard sur notre page Facebook Placilab. Dernière chose, Planète Science organise des stages BAFA, des stages théoriques BAFA, cet été également. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Planète Science à Ris-Orangis. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin d'après-midi.